Merci Madame la Présidente, Messieurs les Présidents de groupe, mes chers collègues. Je veux évidemment ouvrir ce propos par l'hommage de notre groupe aux victimes de Trèbes et de Carcassonne, à Myriel Noll, qui sont les victimes d'un obscurantisme barbare qui continue de causer tant de tort à notre vie républicaine et de causer tant de souffrance aux familles de ces victimes. Je veux aussi saluer le retour de notre collègue Aurélie Berger, que nous accueillons à nouveau dans cette Assemblée avec plaisir, et m'associer aux vœux qui ont été adressés par le président Swadet à notre directrice générale des services, Valérie Châtel, dont nous remercions encore le travail au service de cette institution régionale. Je suis inquiet et j'observe que cette inquiétude, elle est partout présente sur les territoires. Je suis inquiet pour l'éducation de nos enfants en milieu rural. 808 fermetures de classes sont prévues au niveau national. Dans notre région, c'est 180 classes qui vont fermer. C'est en Saône-et-Loire que la note est d'ailleurs la plus lourde, avec 51 fermetures de classes à ce stade, dont 4 écoles complètes. Je suis aussi inquiet pour la santé de nos concitoyens. Nous aurons le débat ensemble, ici même, le 10 avril, sur le PRS, mais chacun a en tête les mobilisations locales pour éviter ici la fermeture d'un service d'urgence, ailleurs d'une unité de chirurgie, là d'une maternité. Clamecy, Montceau-les-Mines, Gray, Saint-Claude. Derrière ces deux exemples se déploie une politique faite à la fois de recentralisation des compétences, de diminution des ressources locales et d'abandon progressif du secteur rural, qui correspond bien par ailleurs, et je peux le constater comme parlementaire, à une certaine conception de l'exercice du pouvoir, ultra-jacobine ou jupitérienne, chacun choisira son vocable. Les trois grandes associations d'élus, AMF, ADF, Région de France, dénoncent les termes de la contractualisation financière État-collectivité voulue par le gouvernement. C'est 1,2% d'augmentation des dépenses de fonctionnement. Elles contestent, pêle-mêle, la non prise en compte des recettes d'exploitation des services, la non prise en compte des décisions prises unilatéralement par l'État. Surtout, quelle contrepartie l'État propose-t-il en face des 13 milliards d'économies, des efforts demandés aux 322 plus grandes collectivités du pays? Quelle garantie de dotation? Quelle garantie s'agissant des CPER? Alors, il ne saurait être question ici d'une contractualisation à sens unique. Cette tentation est pourtant assumée du côté du gouvernement. La contractualisation État-collectivité relève elle aussi de l'injonction paradoxale « Dépensez moins, mais assumez plus ». La maîtrise des dépenses, nous ne pouvons qu'y souscrire. Notre collectivité a d'ailleurs prouvé sa compétence en la matière et le récent rapport Standard & Poor's que la présidente a cité en atteste. Mais la mise sous tutelle est-elle inacceptable, surtout dans un contexte de désengagement croissant et où les besoins, en termes de formation, en termes de développement économique, n'ont jamais été aussi grands. Cette politique a des conséquences. Concernant les ressources, d'autres indicateurs doivent nous alerter. Selon l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, plus de 60% des exonérations fiscales, soit 2,5 milliards d'euros, sont financées par les collectivités qui voient ces compensations d'exonération diminuer. Une autre étude du groupe bancaire BPCE montre que les collectivités ont sacrifié l'investissement sans pourtant parvenir à se désendetter. Nous sommes, dit ce rapport, revenus à la situation de la période précédant la décentralisation. Et l'investissement local, nous le savons tous, c'est l'activité économique de nos territoires. Il reste quelques autres menaces. Je passe rapidement sur la formulation des craintes qui m'habitent. Par exemple, sur l'hypothèse d'alourdissement de la taxe foncière pour compenser la réforme de la taxe d'habitation. Notre groupe a déposé 3 vœux que nous aborderons ce soir. Je viens d'évoquer nos ressources, mais parlons aussi de l'apprentissage et de la réforme de la SNCF. Pour l'apprentissage, nos inquiétudes sont multiples. Le nouveau mode de financement au contrat pour les CFA laisse présager des difficultés de gestion importantes pour un certain nombre d'entre eux. C'est plus particulièrement le cas en ce qui concerne les établissements des territoires ruraux, mais aussi concernant les CFA interprofessionnels. Au-delà des enjeux de gestion, le risque est désormais d'avoir d'un côté les CFA connectés et branchés du nouveau monde et d'un autre ceux en peine
car la promotion des métiers et des territoires nécessite des moyens et un travail de tous les instants. Au final, cette vision qui porte en germe l'idée de la privatisation de l'apprentissage, c'est une fois encore fragiliser celles et ceux qui sont déjà les plus faibles. Par ailleurs, la faiblesse de l'organisation territoriale de certaines branches professionnelles ne semble pas à même de permettre un pilotage pertinent dans de nombreux secteurs. Enfin, les ressources envisagées pour les régions avec la nouvelle taxe d'alternance, 250 millions d'euros au niveau national, paraissent très insuffisantes si l'on veut leur permettre d'assurer une réelle péréquation sur leur territoire, de maintenir une offre de formation diversifiée et équitablement répartie, de valoriser l'apprentissage via des actions marquantes comme les Olympiades des métiers, ou de contribuer à l'amélioration de la qualité des formations et à l'innovation pédagogique. Sur la SNCF, sur ce dossier, nous ne pouvons souscrire ni au terme du débat, à savoir l'amalgame entre le statut des cheminots et le déficit de SNCF Réseau, ni à la méthode retenue. En ayant recours aux ordonnances, le gouvernement crée un climat de défiance peu favorable à un véritable débat démocratique, serein, sur la question majeure de l'avenir du ferroviaire en France. À en croire le Premier ministre, les cheminots seraient seuls responsables de tout ce qui va mal à la SNCF. Nous ne pouvons accepter ces propos, laissant penser que le déficit de SNCF Réseau serait dû au seul statut du personnel, qui n'est qu'une convention collective parmi d'autres. Opposer les Français les uns aux autres ne garantira pas à nos concitoyens qualité et performance des transports publics sur l'ensemble du territoire, à l'identique de ce qu'ils connaissent dans les grandes agglomérations de notre région. Les régions se sont vues confier la responsabilité fondamentale d'organiser les transports dans le cadre des lois de décentralisation successives et notamment de la loi NOTRe. En tant qu'autorité organise des transports interurbains, elle s'appuie entre autres sur l'opérateur historique pour proposer des services de mobilité du quotidien à tous les bourguignons franc-comtois. Certes, le gouvernement n'a pas repris la proposition du rapport Spinetta concernant la suppression des petites lignes. Mais le flou demeure. Les régions affirment vouloir rester très vigilantes sur le financement de ce réseau dit capillaire, nécessaire à l'irrigation des territoires, en particulier au respect des contrats de plan État-région permettant sa rénovation. On pourrait ajouter à ces deux sujets majeurs d'inquiétude la prochaine réforme de la formation professionnelle. Là encore, sous prétexte de simplifier, il s'agit bien d'une forme de recentralisation qui s'opère. Alors la Startup Nation, elle est prodigue avec ses territoires les plus dynamiques, avec ceux qui sont dans notre société déjà entrés dans le mouvement généreux de la mondialisation. Je rappellerai simplement que 5% des ménages les plus aisés capteront 42% des gains fiscaux voulus par ce gouvernement. Et en matière territoriale, le gouvernement donne le sentiment d'appliquer la même recette. Vous comprenez donc notre inquiétude autour de ce que, M. Sauvadet, vous avez appelé une recentralisation, ce qui est une recentralisation, une autonomie fiscale en trompe-l'œil. Ce dont je me félicite, et peut-être aurons-nous une divergence sur ce point, c'est que Emmanuel Macron, par la grâce de sa politique, fait renaître le clivage droite-gauche. Parce que finalement, derrière ces questions, la seule interrogation qui vaille est celle du partage des richesses. Ce pays produit-il moins de richesses chaque année? Je ne le crois pas. C'est même plutôt l'inverse. La politique régionale, les dotations collectivités, satisfaire, elle pose problème, mais pas depuis cette année. La RGPP, ça n'était pas M. Macron. Le bouclier fiscal, ça n'était pas M. De dire l'année prochaine, au moment des élections européennes, que la dépense publique dans un pays moderne, généreux, solidaire, c'est important. S'agissant des propos de M. Oudul, et je terminerai sur ce point, je réfute absolument, M. Oudul, ce que vous avez dit. Personne dans cette majorité n'est dans le déni de l'islamisme qui tue, dans le déni de dérives obscurantistes, mais nous sommes ici des laïcs, des républicains, sans candeur, sans naïveté, mais avec de l'humanisme. Et vous êtes dans le déni, vous, d'une forme de mondialisation, d'un monde ouvert, où les gens se parlent, où les richesses des uns doivent bénéficier au développement des autres. Je vous rappelle que vous avez, de manière répétée, persévérante,
toujours voté contre nos politiques de coopération internationale, de coopération décentralisée, que vous avez toujours voté, vous et vos amis, contre les politiques menées dans les quartiers, que vous vous opposez systématiquement à tout ce qui peut faire vivre le vivre ensemble, la vie associative, le lien social de notre région. Donc le déni, ça n'est pas nous. Nous, ce que nous voulons, c'est que cette région se développe, tous ses territoires, tous ses habitants, dans un monde qui est un monde ouvert. Et d'ailleurs, notre groupe prendra bientôt une initiative pour voir ce que la région a apporté aux migrants qui ont eu la chance d'être accueillis dans cette région, parce que nous pensons que nous avons besoin de développement économique, d'intelligence territoriale et de solidarité.